Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes, édition de ce mercredi 18 octobre 2023. Nous sommes en direct de nos studios de Douala. Découvrons d'abord les principales manchettes proposées par les tabloïds de ce matin. On démarre avec la nouvelle expression Alain Foka, démission de RFI. Le journaliste tourne la page, nous dit donc la nouvelle expression. Alain Foka a annoncé hier mardi son départ de Radio France Internationale dans une déclaration sur les réseaux sociaux après plus de 30 ans de service. Il dit en substance ceci, après une trentaine d'années de bons et loyaux services où j'ai essayé sur les antennes de RFI de vous donner à la fois une lecture africaine de l'actualité internationale avec Médias d'Afrique en quotidienne pendant 16 ans et le débat africain en hebdomadaire pendant 12 ans, ainsi qu'une meilleure visibilité des champions africains avec Afrique Plus en hebdo pendant 5 ans et une version africaine de l'histoire contemporaine de notre continent à travers Archives d'Afrique en hebdomadaire pendant 31 ans. J'ai décidé et choisi de quitter RFI à la fin de ce mois d'octobre 2023. Mais Alain Foka nous rassure, il poursuit. Ce n'est qu'un au revoir, je dirais même un nouveau départ, puisque je continuerai de vous proposer le narratif africain sur ma plateforme digitale où vous êtes déjà plusieurs millions à me suivre et où je vous invite, je vous espère, encore plus nombreux. L'histoire de la chasse doit cesser d'être racontée du seul point de vue du chasseur, dit donc Alain Foka dans sa déclaration de démission de RFI. L'intégralité de cette déclaration à lire dans les colonnes de la Nouvelle Expression. À la une de mutation de ce matin, titre foncier, l'autre drame de Bankolo, titre le journal Mutation. Deux faux titres fonciers identifiés dans le périmètre du sinistre. Le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières tire les conséquences juridiques des irrégularités. Des détails en page 5 du journal Mutation. À la une du Messager, congrès du SDF, le clair-obscur. En moins de 10 jours des travaux, le mystère reste entier sur la liste des candidatures validées au poste de chairman. De quoi susciter la controverse, écrit le journal Le Messager. À la une du quotidien Le Jour, conseil régional, 6 000 milliards de francs CFA pour développer la région de l'Ouest. Le conseil régional de l'Ouest compte donc sur ses fils et filles et notamment ceux de la diaspora. Des détails en page 6 du quotidien Le Jour. À la une de l'heure du Sahel, on apprend qu'à Marois, un véhicule de la gendarmerie a été incendié. Le récit des faits est en page 6 de l'édition en kiosque ce matin. À la une du quotidien Émergence, Cameroun-Chine, ce que renferme l'accord de défiscalisation. Vous aurez des détails en page 3 du quotidien Émergence. À la une de Cameroun Tribune, transformation numérique, Digital First, titre le quotidien bilingue gouvernemental. La semaine numérique Cameroun, lancée officiellement hier par le Premier ministre, chef du gouvernement Joseph Dion-Gouté, permet de découvrir les opportunités d'un secteur en effervescence et plein de promesses. L'événement co-organisé avec la Commonwealth Telecommunication Organization à l'hôtel Hilton de Yaoundé est également une plateforme d'exposition pour les acteurs publics et privés du secteur engagés dans l'innovation technologique. Évocation en page 3 de Cameroun Tribune. Le Popoli s'intéresse à cette crise de trésorerie, le début de la fin de l'empire des hommes lois s'interroge le Popoli. Vous me jetez ici, puis vous vous attendez à ce que je paye impôts et salaires. Venez chercher ici mes biméniaques, dit donc le Zomlois à la une du Popoli. Le Forum Libre s'intéresse à cette affaire et K.N.S. Anu Eyung, Joseph Pagop Nupoué, je n'ai pas été licencié par Ens Eyung, dit-il, dans un différend qui l'oppose au réseau Global Ens en Young. Joseph Pagop Nupoué a tenu à apporter des éclairages sur cette affaire qui frise la manipulation, contrairement à ce qui a été affirmé par les responsables du réseau Ens en Young sur son prétendu limogeage à la tête de leur filiale camerounaise. L'avocat d'affaires indique qu'aucune entité d'Ens en Young n'est actionnaire ou associé de ces sociétés camerounaises, qu'il n'est pas lié par un contrat de travail à ce réseau global et par conséquent ne peut être salarié d'une entité de ce réseau international spécialisé dans l'audit, l'expertise comptable et fiscale. Vous aurez des précisions dans le journal Le Forum Libre. Ces chiffres à la une de Éco-Santé, couverture santé universelle, 652 883 enfants définitivement enrôlés sur plus de 4 millions
préenrôlés. Selon la cellule de communication du Comité technique national de couverture santé universelle, au 29 septembre 2023, 4 809 191 enfants ont été préenrôlés, mais seulement 652 883 sont enrôlés pour une couverture globale de 13,58%. Ce qui, selon la cellule de communication, démontre que l'enrôlement des enfants de 0 à 5 ans est l'une des difficultés relevées dans la mise en œuvre de cette première phase de la CSU. Des détails dans les colonnes du journal Éco-Santé. Et voilà, ce sera donc tout pour les journaux sélectionnés dans le cadre de ce programme. On va accueillir nos invités pour en parler. Il est déjà en plateau. Idriss Lisson, bonjour et bienvenue. Bonjour Achille, bonjour à tous les téléspectateurs. Achille, un bonjour particulier à tous ces membres du gouvernement qui se gargarisent de parler de la transformation digitale alors que, vous vous souvenez, il y a quelques années, on avait inauguré à grande pompe la salle informatique du lycée Leclerc et du lycée bilingue de Yaoundé. On s'était attendu, si depuis cette année-là, on avait enchaîné avec de vraies salles informatiques dans nos lycées et même de vrais centres informatiques, de vrais centres de data et de centrales dans nos universités. Vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui, la transformation digitale dont on vante, dont on fait écho, serait une réalité. Donc on est quand même surpris qu'à l'ère de la transformation digitale, nos ministères, nos entreprises parapubliques, pour ne prendre que celles-là, sont les plus en retard. Elles ont eu à faire des sites internet lorsque c'était à la mode. Elles manquent de départements véritablement TIC dignes de ce nom, de community manager dignes de ce nom, de véritables, en fait, tous les nouveaux métiers qui sont liés à la digitalisation, qui sont liés à l'écosystème. C'est-à-dire, on ne peut pas parler de transformation digitale lorsque même ces entreprises qui aujourd'hui s'enrichissent, gagnent de l'argent, on parle des opérateurs de téléphonie mobile avec tous ces équipementiers, ne soutiennent pas l'éducation et l'écosystème. À ce moment-là, on se dit que ça reste juste de 20 mots et juste du marketing et de la cosmétique. Donc, transformation digitale, oui, mais pas de transformation digitale lorsque l'écosystème est seulement bénéficiaire à ceux qui viennent prendre de l'argent pour partir. Mais on est en plein là dans l'actualité parce que Cameroun Tribune parle justement de cette transformation numérique, la semaine du numérique Cameroun qui s'est ouverte hier. Donc vous pensez évidemment que ça ne peut pas être justement une opportunité pour pallier les insuffisances que vous avez relevées? Mais c'est juste du marketing, c'est juste le fait que la Digital Week qui s'est ouverte hier du côté de Yaoundé qui va se terminer vendredi. Elle est là par rapport au Commonwealth qui pense qu'aujourd'hui nous sommes allés à la transformation digitale et on a regardé tout simplement que cet événement qui se déroule du côté de Hilton Hotel, combien de lycées sont associés, combien d'universités y iront, quels sont les mécanismes qu'on a mis en termes de diffusion, même si ces enfants ne peuvent pas y aller, à vivre cette Digital Week dans les campus universitaires, dans les lycées et collèges. Qu'est-ce qu'on a mis dans ce sens-là? C'est-à-dire que nous sommes essentiellement dans un environnement institutionnel où ceux qui font du business et qui s'enrichissent dans nos économies, où il n'y a pas de vision, où il n'y a pas véritablement la stratégie pour passer de la vision à la réalité, à ce moment-là, on se dit c'est un événement qui a une opportunité, mais qui n'est pas véritablement bénéficiaire à ceux qui doivent être formatés, qui doivent être outillés pour que cette transformation digitale tant voulue soit une réalité et parce que les métiers de demain sont essentiellement liés aux métiers du digital. Mais il n'y a pas que cette semaine numérique dont évoque la une de Cameroun Tribune, mais on a quand même vu aussi par exemple la mise des postes de télécommunications organisées très souvent, des semaines de l'économie numérique. Qu'est-ce qui coïncide véritablement? Parce qu'on va quand même dire qu'il y a des idées, le gouvernement essaie de proposer quelque chose. Mais il faut qu'on sorte des idées cosmétiques, c'est ce que j'ai dit Achille, pour passer à une véritable stratégie. Et vous savez qu'une stratégie... Ça va se passer comment? Parce qu'il y a quand même des choses qui sont faites, qui sont organisées. Alors, si depuis que nous parlons du digital, si tous les lycées, prenons les établissements publics, parce qu'aujourd'hui vous verrez qu'il y a certains établissements privés qui ont, sur le plan de la digitalisation, sont assez avancés que les établissements publics. Alors, si au Cameroun on a 10 lycées et que les 10 lycées avaient véritablement de vraies salles informatiques, avec un écosystème, des mécanismes, est-ce que le Cameroun, après avoir distribué les PBHV, Achille, est-ce qu'on a mis une industrie qui devrait faire de telle sorte que les ordinateurs coûtent aux élèves et aux étudiants peut-être même à 25 000 francs, la moitié de la pension? Si
on n'a pas mis ce type d'industrie. Comment parler de la transformation digitale? Ça, c'est deux et de deux. Est-ce qu'on a mis des financements, des fonds dédiés à ces jeunes, aux nouveaux métiers, pour que ces startups qui naissent puissent véritablement être des startups qui produisent des concepts liés à la digitalisation par rapport aux besoins du marché? C'est ça qu'on attend pour que l'écosystème prenne. Quelle est la volonté politique qu'on a mise et le mécanisme qui a été mis en place pour pouvoir permettre à ce que ces nouveaux métiers, ces jeunes qu'on forme aujourd'hui dans les universités liés à la digitalisation, les métiers du numérique, qui les recrutent dans les ministères, qui les recrutent dans les entreprises parapubliques, qui les recrutent dans notre environnement. Pourtant, on a besoin de ces jeunes dans les collectivités territoriales décentralisées, on a besoin dans les institutions, dans les organisations publiques, on a besoin de... Mais vous regardez, je vous dis que regardez seulement les sites internet de nos ministères et des sociétés parapubliques. Vous avez dit tout à l'heure, ils sont complètement abandonnés. Regardez les pages Facebook. Ils sont mal gérés parce qu'il n'y a pas de vraie communauté. Il n'y a pas... Quel budget les ministères ont-ils mis pour pouvoir donner aux agences de communication qui sont spécialisées dans le digital pour pouvoir travailler dans cet écosystème et les aider à être présents sur la toile de manière efficace avec tout ce que cela peut pouvoir permettre en termes de réputation? Je vous assure, quand on voit que sur le plan de l'écosystème, sur le plan de la démarche, de la vision, il n'y a que des discours et qu'on voit un grand fossé qui existe entre les discours et la réalité, Achille, on se dit que c'est tout simplement le temps d'un Digital Week où on va évoquer cela et après, on attendra l'année prochaine ou la prochaine activité ou le prochain événement pour qu'on en reparle. Mais cette vision planifiée avec un plan d'action, avec des moyens qui sont mis, avec une évaluation qui est faite quotidienne, qui pouvait permettre aux journalistes que nous sommes de pouvoir analyser où est-ce que nous en sommes, quels sont les manquements, peut-être qu'est-ce qu'il faut ajuster. Il n'y en a pas. S'il y en a, ça reste encore dans les tiroirs. Alors, sujet véritablement important. Pour ceux qui veulent en savoir davantage sur cette semaine du numérique, peuvent se procurer Cameroun Tribune de ce matin. Parlant justement de la digitalisation, il y a un qui a compris l'importance justement de cette digitalisation-là. Il nous donne rendez-vous désormais sur les plateformes numériques. C'est Alain Foka, que vous connaissez très bien. Il a annoncé sa démission de Radio France Internationale. La Nouvelle Expression en parle ce matin. D'ailleurs, le journal publie en intégralité sa déclaration sur les réseaux sociaux. Après 30 ans de bons et loyaux services, il annonce donc sa démission pour la fin du mois d'octobre. Il a animé des émissions, débat africain, archives d'Afrique, Afrique Plus, également sur les antennes de RFI. Vous avez également pratiqué en tant que journaliste, vous avez suivi ces émissions. Après 30 ans, il quitte RFI. Est-ce que vous accueillez cette nouvelle avec un pincement au cœur? Parce qu'on imagine que c'est le cas des auditeurs. Mais vous, en tant que journaliste, comment vous accueillez cette nouvelle? Oui, mais en fait, il faut dire que les auditeurs, ceux qui étaient abonnés, et il faut dire qu'Alain Foka, j'allais dire, le dit dans sa déclaration, il a d'abord utilisé les plateformes numériques pour pouvoir annoncer son départ. Alors il le dit, et en le disant, il précise justement que ces émissions étaient les émissions les plus suivies. Donc pour dire que c'est quand même un poids lourd qui s'en va, mais ceux qui le suivaient justement ne peuvent être que avoir un pincement au cœur. Mais ce n'est pas, ils n'auront pas un pincement au cœur parce qu'il dit je m'en vais, mais vous me retrouvez de l'autre côté. Je passe à autre chose, je crée mes plateformes personnelles et dans cette plateforme, je continue maintenant à continuer avec le narratif pour vendre l'Afrique, mais l'Afrique nouvelle, parce que l'Afrique est passée d'un cap à un autre. Et il est celui-là qui a suivi pendant 30 ans toutes les transformations africaines, capable de, en quittant RFI, il continue en disant le narratif doit changer. En étant là où je suis, ce narratif, c'est-à-dire que moi qui ai vu cette transformation, je ne pourrais plus être le vrai ambassadeur, le véritable ambassadeur de cela. Donc je vais dans un cadre nouveau, et vous voyez bien qu'Alain Foka a créé une entreprise au côté du Togo, qui est véritablement cette structure de production qui va véritablement permettre maintenant qu'il présente le nouveau narratif qu'on a vu venir avec ces vidéos faites sur ces plateformes. Je pense que c'est Mansa, cette entreprise qui a été créée. Donc, maintenant, il y en a d'autres qui pensent qu'Achille, et je vais finir par là, qu'Alain Foka, bon, il a vu la retraite venir et qu'il n'a pas voulu véritablement que ce soit lorsqu'il devait aller en retraite pour qu'il passe à autre chose. Mais en bon stratège, à la veille de la retraite, il a anticipé, il a dit je passe à autre chose pour capitaliser tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a profité, toute l'expertise, l'expérience, les contacts et le relationnel pour passer au nouveau narratif. Et il saisit l'opportunité du fait que l'Afrique change, du fait que aujourd'hui, il y a de nouveaux combats et il veut être l'ambassadeur de ces nouveaux combats.
Allez, ici, là, avec nous, Prince Aristide Gekam, on va l'accueillir comme ça au pif. Bonjour, Prince. On était en train d'évoquer là ce sujet sur la démission annoncée d'Alain Foka de Radio France Internationale après 30 ans de loyal service et ces émissions qu'il a animées durant ces 3 décennies sur cette antenne-là. Quelle réaction? Non, ben écoutez, je vais prendre, au-delà du journaliste émérite qu'il est, et qui a officié dans une chaîne comme RFI, appartenant à l'État français. Idriss l'a dit en partie, si vous avez suivi depuis pratiquement 2 ans des émissions dans l'Infoca, ces prises de position, ce n'était plus l'Alain Foka d'il y a 10 ans ou 15 ans. Et moi, ça m'a fait, et depuis 2 ans, ça me fait sourire, c'est-à-dire que ces prises de position. Pour moi, j'avais envie de dire, écoutez, c'est bien de le faire à un moment, il ne se fait jamais tard, vous voyez un peu, et je fais un peu le parallèle. Vous savez, quand vous êtes jeune journaliste, vous avez des risques que vous prenez. Il faudrait que non seulement les téléspectateurs, les lecteurs, et même des aînés puissent vous respecter. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes aussitôt très jeune, vous prenez des risques énormes. C'est-à-dire que vous n'avez pas encore structuré votre avenir. Donc, des gens comme ça ont déjà structuré leur avenir. Ils peuvent se permettre de prendre un certain nombre de risques. C'est-à-dire que de partir, d'aller faire un tout petit peu, je vais appeler ça de l'entrepreneuriat, parce qu'il le faisait un tout petit peu en partie, mais pas de façon, officielle. Il avait sa maison de production qui ne date pas d'aujourd'hui, mais qui date depuis d'une vingtaine d'années. Il a été plusieurs fois consultant dans plusieurs, dans plusieurs entreprises et même des États. Donc, ce n'est pas, c'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut, mais qui depuis, je le dis, j'insiste là-dessus, depuis 2 ans, qui en avait marre, qui étouffait. Parce que la plupart des Africains qui travaillent dans des chaînes occidentales ont une vision propre. C'est-à-dire qu'ils ont leurs opinions propres. C'est-à-dire que si Idriss fait un commentaire sur l'Afrique, toi, Africain, tu te dis, mais attends, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourtant, Idriss est dans son rôle, c'est-à-dire que suit sa ligne éditoriale. Mais si ça vous cause du tort, vous, en tant qu'Africain, qui connaissez les us et les coutumes ou alors les réalités de l'Afrique, ça vous fait un pincement au cœur. Et donc, par conséquent, pour ceux qui ont suivi Alain Foka depuis pratiquement 2-3 ans, ont compris qu'il avait, en termes de, je ne dirais pas idéologie, mais en termes de, ce n'était plus concrètement la ligne éditoriale de Radio France Internationale, mais c'était un panafricanisme très poussé, et je pense que en attendant qu'il nous annonce officiellement là où il a déposé ses valises, ou alors non, pour l'instant, il a donné rendez-vous simplement sur ses plateformes. Oui, Alain Foka officiel. Oui, Alain Foka officiel. Il n'aura plus dans un média. Non, quand je dis Alain Foka officiel, c'est lui. C'est-à-dire que il anime, avec l'avènement d'Internet, c'est-à-dire, je ne dirais pas Internet, avec l'avènement des réseaux sociaux et autres, des plateformes où on fait des directs sur Facebook, où on fait des productions complètes sur les différents réseaux sociaux. Alain Foka avait aussi commencé. Peut-être les gens peu avertis ou alors pas très intéressés sur ces questions-là ne l'ont pas remarqué. Mais nous autres journalistes, qui le suivons et qui faisons la veille, nous avons remarqué. Je dis c'est depuis pratiquement 2-3 ans qu'il fait ce type de production avec non seulement des sujets arrêtés ou alors en fonction de l'actualité. Donc, il prenait un sujet, il s'exprimait là-dessus de long en large en prenant différents angles et le servait au public. Donc, je pense qu'à un moment, il s'est dit, écoutez, j'ai envie de me consacrer et de donner quelque chose de profond. Vous voyez, pas en demi-teint, mais de donner quelque chose d'entier, de profond en servant l'Afrique. Vous voyez, j'ai parmi tous ceux qu'il a salué pour l'avoir accompagné, j'ai une pensée non seulement pour Adi Diouf, mais surtout pour Claudicia et Amobé Mevege. C'est-à-dire que ce sont des gens qui avaient en eux une sorte de, de panafricanisme. C'est-à-dire en eux et qui s'exprimaient dans leurs différentes émissions
ne cessaient de rappeler qu'ils étaient, ne cessaient de rappeler aux gens qu'ils puisent leur force aux sources de l'Afrique. Tout à fait. C'est aussi le sens, par exemple, des émissions qu'il a animées sur RFI, le débat africain. Médias d'Afrique, à l'époque également, qui a fait son bonhomme de chemin avant de disparaître de l'antenne, parce qu'il permettait aux jeunes Africains de justement commenter l'actualité internationale. Voilà, et de s'exprimer. D'un point de vue africain. Voilà, et de s'exprimer. Mais je dis ici, c'est-à-dire que si vous avez suivi Alain Foka depuis 2 ans, il prend position. C'est-à-dire que ce n'est plus le débat où Idriss donne son point de vue, non. C'est un Alain Foka qui prend totalement position, qui va même jusqu'à... Pour l'Afrique. Pour l'Afrique, et qui va même des fois jusqu'à dire, mais écoutez, on est où là? C'est-à-dire on en a marre comment je vais dire ça, de la colonisation qui est perpétuée, qui célèbre avec à sa manière, qui célèbre les révolutions comme au Burkina, au Mali, et qui prend position. Vous voyez? Donc ce n'est plus le journaliste qui donnait la parole à Idriss, donnait la parole à un autre camp, mais cette fois-ci, il fait des analyses et il prend définitivement position. Voilà donc pour ceux qui voudraient avoir l'intégralité de cette déclaration de démission de Alain Foka. Donc procurez-vous la nouvelle expression de ce jour, vous saurez tout. On va passer à un autre sujet d'actualité, cher monsieur, proposé par Mutation ce matin, qui est revenu sur le drame de Mbankolo. Mais alors, on nous apprend qu'il y a également ce scandale de titres fonciers autour de ce qui s'est passé donc il y a quelques jours à Mbankolo, à Yaoundé, des titres fonciers révélés faux, donc identifiés dans le périmètre du sinistre Idriss Rissom. Il ne manquait plus que ça pour venir rajouter déjà à cette catastrophe de Mbankolo. Bon, on peut dire qu'il ne manquait plus que ça, mais en fait, c'est une triste réalité que nous vivons tous les jours. Vous verrez que le prince Assane Gikam, qui est souvent très proche et spécialiste de ces questions-là, ne va pas me démentir, que s'il y a environ 10 titres de propriété qui sont servis, on se retrouve que près de la moitié, toujours, et c'est très grave, se trouve souvent être soit des titres biaisés, tel qu'on a vu, c'est-à-dire que quelqu'un prend un titre, vous voyez un titre officiel qui vous dit qu'il a 400 mètres carrés, alors qu'en réalité, il en a 700 mètres carrés. Donc, ça veut dire que c'est tout sauf ce qui est écrit sur le papier. Donc, vous voyez qu'il y a du faux à ce niveau-là. Il y en a d'autres même qui ont des faux titres de propriété, comme on a vu. Parce qu'il y a des titres de propriété, en fait, où on est même très souvent de voir quelqu'un qui présente un titre, alors que cette zone est une zone inhabitable. Vous constatez qu'on est dans une zone qui est inhabitable, mais comment cette personne a fait pour obtenir le titre foncier de cette zone inhabitable? Donc, en fait, ça veut dire qu'il faudrait, en fait, là, on voit que pour Mbankolo, comme la presse le relève ce matin, et la mutation, on constate tout simplement que le ministre des Domaines a annulé ces titres, parce qu'on a constaté que sur cette zone inhabitable, il y a quand même des gens qui présentaient des titres de propriété. Et en allant vérifier... Encore la complicité des autorités, parce que c'est ce que dit dans l'enquête du ministère. Voilà, dans l'enquête du ministère des Domaines, des cadastres des affaires foncières, on constate qu'il y a un faux titre et il y a un titre qui, véritablement, ne correspond pas à ce qu'il déclare, prétend être. Et maintenant, le ministre, en colère, décide, et c'est ça qui arrive dans l'article, on va constater que tous ces fonctionnaires qui ont contribué à délivrer ces titres-là vont être sanctionnés, selon les règlements, parce qu'il y a des textes réglementaires qui disent quelle est la punition, quelle est la sanction réservée à ce type de fonctionnaires qui contribuent justement, soit par la corruption, soit par autre méthode, à délivrer ce genre de titres qui, malheureusement, comme le dit le journal, c'est un autre drame. Un autre drame de Mbankolo. Alors, Prince Assane Gikam, est-ce que ceci peut justifier cela? C'est-à-dire que la catastrophe qu'il y a eu là, ça peut être la conséquence de tous les tripatouillages qu'il y a autour du foncier de ce côté-là? Non, la catastrophe a un côté, c'est-à-dire qu'ici, on était en face d'une sorte de catastrophe naturelle. C'est-à-dire que, je n'ai pas besoin de revenir là-dessus, on avait un étang qui a connu des fissures et après qui a lâché et qui a entraîné tout ce qu'on a vu là. Maintenant, des maisons d'habitation. Oui, des maisons d'habitation, mais il se trouve donc, et c'est ça qui est intéressant, il se trouve donc que c'est une zone habitable. Et la Mindu, je reviens là-dessus parce que la Mindu avait pondu un communiqué pour dire que cette zone, il y a des zones à risque et que ces zones ont été déjà ciblées et que les autorités administratives, notamment les maires, les préfets et les sous-préfets, puissent prendre leurs responsabilités. Ça veut dire qu'au niveau des domaines, vous avez des zones qui sont comment je vais dire ça, qui sont cataloguées zones rouges. Vous voyez, qui sont soit le domaine public de l'État, soit le domaine privé de l'État, mais qui sont catalogués zone rouge, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vous délivrer un titre foncier là-dessus. Mais donc après ce drame,
on constate, c'est-à-dire qu'on appelle la population, on dit ok, on a envie de savoir qui était installé, où et qui avait les documents, qui vous a vendu le terrain, ainsi de suite. Donc, on se retrouve avec des gens qui ont non seulement des titres de propriété, ça voudrait dire que les titres de propriété, ça voudrait dire que vous avez fait une procédure normale, vous êtes passé par des commissions et l'État vous a attribué un titre de propriété en vue de l'obtention de votre titre foncier. Vous êtes dans deux cas, soit vous avez fait soit le terrain en question était un domaine privé et vous êtes passé par un achat, c'est-à-dire que de gré à gré, soit c'était un domaine privé, vous avez suivi la procédure en question pour que l'État puisse, dans les règles de l'art, vous octroyer ce terrain. Mais il se trouve qu'après vérification, on constate que c'est un domaine public de l'État inhabitable. Inhabitable, mais comment se fait-il que quelqu'un puisse avoir le titre foncier? Ça voudrait dire qu'il y a eu des complicités à l'interne. Et le ministre constate qu'après enquête, lorsqu'il voit que quelqu'un a le titre de propriété, après enquête, se rend compte de ce que la personne ne pouvait pas obtenir un titre de propriété ou un titre foncier sur le site en question. Et par conséquent, il s'est trouvé que des gens ont produit des fausses pièces avec la complicité des agents du ministère des Domaines et des Affaires foncières pour délivrer ce type de documents. Vous voyez un peu? Donc, ça veut dire que les coupables sont à quel niveau? Les coupables sont à deux niveaux. Comment je vais dire ça? L'acquéreur lui-même qui produit non seulement des fausses pièces avec la complicité des agents du ministère des Domaines et des Affaires foncières qui lui facilitent la tâche en violant les procédures. En violant les procédures d'obtention que ce soit le certificat de propriété ou le titre foncier. Et donc, par conséquent, la seule chose qui a fait, le ministre, là, comme d'habitude, l'a annulé. Parce qu'il n'avait pas le droit d'obtenir des documents sur ce site. Vous avez un autre cas sur le même site où des gens ont fait une sorte de surévaluation de leur domaine. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui a droit pratiquement à 200 mètres carrés, mais qui est allé au-delà et a empiété la zone rouge, c'est-à-dire le domaine public de l'État, qui est inconstructible. Vous avez des cas comme ça. Ça voudrait dire que techniquement, en faisant un schéma, c'est-à-dire que la personne a sollicité 200 mètres carrés, mais est allée sur le site, a grignoté les terrains appartenant à l'État. Et donc, lorsqu'on fait de l'enquête, on se rend compte qu'il y a eu du faux. Et par conséquent, on vous retire ce que vous ne devriez pas avoir. C'est la même chose. Je fais la transposition. Vous avez eu l'affaire de Yabassi, où des gens ont obtenu des titres fonciers en passant par l'immatriculation, en passant par la procédure d'immatriculation directe, alors qu'ils n'étaient pas autochtones. Il n'y a que les autochtones ou alors les gens nés avant 70 qui peuvent qui peuvent procéder à une demande d'immatriculation directe. Et donc, ceux-là, la procédure qu'ils devaient emprunter, c'était la procédure par concession. Vous voyez? Et ils ont pu obtenir des documents au niveau de Yabassi. Et lorsque le ministre des Domaines, après enquête, a produit une enquête, a découvert le pot rose, a simplement annulé les titres fonciers en question. Donc, c'est une invite aux gens de se plaindre. Il n'est pas question que ce n'est pas parce que quelqu'un a pu obtenir un titre foncier que vous pensez que vous ne devez pas vous plaindre. Parce que vous saisissez le ministre qui prescrit une enquête. Lorsque l'enquête descend, les services de domaine descendent sur le terrain, sous instruction du ministre, la commission peut constater des irrégularités qui peuvent amener à annuler le titre foncier. Je prends un deuxième cas. C'est important. C'est de l'information dont les gens s'amusent à faire. Par exemple, sur les procédures de gré à gré. Est-ce que vous savez que vous ne devriez pas dépasser 1000 mètres carrés? Mais vous avez des gens dans les procédures de gré à gré qui vont à 1500, qui vont à 2000 mètres carrés. Donc, le simple fait d'attaquer ce titre foncier, s'il l'obtient bien après, l'État va simplement annuler tout le document en question. D'accord, merci pour vos explications. L'autre drame de Mbankolo, c'est le sujet à retrouver dans la mutation de ce jour. Passons à un autre sujet qui concerne donc le congrès du SDF qui va se tenir à la fin du mois. Le messager parle ce matin du clair-obscur, et bien parce qu'il y a eu une conférence de presse donnée donc par les cadres de ce parti et au cours finalement de laquelle les noms des candidats au poste au successeur de Chairman n'ont pas été révélés. Idriss Lissom, ça peut poser quel problème à quelques jours
cette tenue du congrès-là? Pourquoi est-ce qu'on cache les noms de ceux qui sont candidats à la présidence du parti? Non. C'est vrai qu'il y a 3 noms qui ont été cités, mais le reste, il y a le flou autour. Bon, vous avez bien dit qu'il y a 3 noms. Vous voyez qu'entre ce que vous dites et ce qui a été clair, ce qu'a dit l'article. Donc, même dans l'article, moi j'ai bien lu l'article. L'article parle de 3 noms. Ouais. L'article nous dit que c'est un clair obscur. Ce sont les 3 il y a une conférence de presse. Oui, le journal semble. Oui. Le journal semble dire qu'il y a 10 jours sur le texte du parti. Donc, il y a 10 jours pour dévoiler toutes les candidatures. À ma connaissance, ça veut dire que là où on est là, c'est 3 candidats officiels. Il n'y aura pas de candidats. C'est ça le problème. À ma connaissance, Achille, ce ne sont pas les journalistes qui gèrent une institution comme un parti politique. Vraiment, on ne va pas. C'est-à-dire que le journaliste est là pour donner l'information. Et le journaliste prend l'information à bonne source. Et ceux qui te donnent l'information te disent qu'il y a des procédures dans le parti et que la commission qui est dédiée va faire son job et vous aurez l'information. Vraiment, moi, c'est pas un journaliste de dire comme on a moins de 10 jours, donnez-nous. Si vous ne donnez pas ce qu'il y a de... Non, il faut... Moi, j'ai lu l'article. C'est pour ça que je dis que cet article donne l'info et une contre-information. Finalement, cet article pas de cœur obscur et il y a un cœur obscur justement dans l'article. En fait, non. Moi, j'apprécie le SIF, je dis. En fait, voilà un parti politique quand même il faut reconnaître que depuis les années 90, qui a tenu avec tout ce que cela comporte. Je vous assure que ce n'est pas facile gérer les partis politiques dans notre environnement. Déjà que nous tous, nous voyons comment la vie est difficile déjà au quotidien. Alors regardez comment les Camerounais souffrent. Vous pensez que les partis politiques qui ne souffrent pas? Les partis politiques aussi souffrent ce martyre. Et parmi ces partis politiques qui souffrent ce martyre, il y a celui-là qu'on appelle le SIF. Et le chairman est parti, paix à son âme. Et on attend tous de voir le SIF rebondir. Maintenant, le SIF a des problèmes internes comme la majeure partie. Parce qu'il ne faut pas penser que même dans le RDPC, il n'y a pas de problème interne. Dans le RDPC, c'est qu'il y a un leadership qu'on respecte et qui tasse toujours des choses, mais je vous assure que vous n'avez qu'à voir quand il y a le renouvellement dans le RDPC, que vous voyez que dans les sections, il y a des camps, il faut qu'on frappe la main sur la table par le secrétaire général du parti pour que ça se calme, apparemment. Et même ceux-là qui sont fâchés, qui très vite vont dans l'opposition et jouent contre leurs propres militaires, leurs propres confrères, leurs camarades, j'allais dire. Donc, je pense que le SIF, dans 10 jours, on va vivre ce congrès, il y aura un nouveau leadership qui ne peut justement pas être le leadership accepté par le G27 parce qu'il y a déjà son camp et qui est dans une posture, donc c'est logique. Maintenant, ceux qui sont restés dans l'appareil vont suivre l'appareil tel que cela se veut et on va assister voir ce nouveau leadership. Hier, on nous a présenté 3 candidats et on attend que la commission valide ces candidatures et on a appris dans le journal, en lisant l'article, que ces candidats ont payé 7 millions tel que c'est prévu. Donc, ça fait 21 millions et la secrétaire générale du parti était très contente de dire que ça va aider dans l'organisation avec tout le reste et que le jour J, il y a près de 2400 délégués qui viendront des différentes régions. On attend de voir le nouvel exécutif du SIF. Maintenant, il y aura toujours les mécontents, il y aura ceux qui seront satisfaits, mais ainsi va la vie d'une organisation politique. Rapidement, Prince, c'est une stratégie également pour un tout petit peu cacher, entre guillemets, ce qui pourrait challenger les 3 qu'on connaît déjà. Non, pas forcément. Vous savez, Idriss a fait bien de le dire. Même que ce soit dans le RDPC, dans d'autres partis, il y a des procédures internes. La procédure interne au niveau du SDF, c'est que vous avez une date pour déposer la candidature, il y a une autre date pour la proclamation pas des résultats. C'est-à-dire que pour dire voici les candidats qui ont été retenus parce qu'ils passent au CRIP. Lorsqu'ils passent au CRIP, on voit s'ils ont respecté toutes les conditionnalités avant de dire voici ceux qui sont définitivement candidats pour être plébiscités par les délégués. Et donc, je puisse comprendre je dirais pas la haine, mais la pression mise par mes confrères au sein de l'appareil, l'impatience de savoir quand même, les noms qui vont faire de savoir les noms qui vont s'affronter, les candidats qui vont s'affronter afin de remplacer le très charismatique Tiemann. Et vous voyez, parmi des confrères, on se demande, parce que tout le monde savait que Joshua aussi était candidat, mais les 2 autres candidats étaient un tout petit peu, ils n'ont pas beaucoup fait, entre guillemets, beaucoup de bruit. Donc, il était important pour nos confrères de savoir exactement qui va challenger Joshua aussi pour remplacer le Tiemann. Donc, attendant de voir, il est vrai qu'il y a une date probatoire, notamment 10 jours avant les élections, on devrait déjà pouvoir savoir la liste de ceux qui ont été retenus pour la compétition. Vivement que le secrétaire général convoque aussi encore la presse pour dire écoutez, après avoir passé au crible tous les dossiers des candidats, des différents candidats qui ont postulé, voici la liste définitive arrêtée et voilà ceux qui vont compétir pour remplacer
pour être le prochain chairman. Merci Prince Assi Ngeka, merci Idriss Issom d'être venu décrypter l'actualité avec nous. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Vous avez été encore nombreux ce matin à nous regarder. On pense notamment à Claude Sasse du côté des Reichstag en Allemagne. Malgré qu'il ait été éprouvé ces derniers jours par la perte d'un être cher, il continue donc à nous regarder tous les matins. Allez, on va dire merci à nos équipes techniques en régie. Jonathan Babiola, le Deponey, Gabin Tissak, Derek Simze, Innocent Bega et Emos Fongo à la réalisation. Rendez-vous demain pour notre édition de la Revue des Grandes Une. Restez sur notre antenne. Juste après nous, c'est 10-12, le Zénith.